Bonjour. On m'a demandé de parler du modèle marocain pour le monde arabe. Avant d'entamer le sujet, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui montre la difficulté de communiquer. Dans le bureau du président Hosni Moubarak, comme d'ailleurs dans celui du roi Abdallah de Jordanie ou du sultan de Qaboos d'Oman, du président Bachar el-Assad, de tous les dirigeants arabes, il y a une télévision allumée en permanence, jour et nuit, et branchée sur les programmes d'information d'Al-Qaïda ou d'Al Arabiya. Qui a remarqué, ou qui remarque, que ces programmes qui sont censés couvrir le monde arabe ne travaillent que dans une sorte de rectangle qui va de Bagdad, Damas, Beyrouth, Jérusalem, Le Caire, Riyad, Dubaï. Le Maghreb est totalement absent. Il est totalement absent sur le plan politique, économique, militaire et même sportif. Ne parlons pas du culturel. À partir de là, comment on peut concevoir que le Maroc peut servir de modèle au monde arabe? Enfin, soyons justes. Mes confrères d'Al Jazeera ont ouvert, il y a juste un mois, ce qu'on appelle en termes de métier un décrochage d'une heure, c'est-à-dire une heure d'information faite au Maroc, diffusée du Maroc, sur le Maghreb. Elle est diffusée ici, à Rabat, enfin au Maroc, entre 22 et 23 heures, mais à ce moment-là, il est entre minuit et 1 heure du matin au Caire et à Beyrouth, et entre 3 heures et 4 heures du matin à Riyad ou à Bagdad. Autant dire que si les Marocains peuvent voir et savoir ce qui se passe au Maghreb, les Saoudiens, les Libanais, les Qataris, eux, dorment à ce moment-là. Et malheureusement, le Maghreb et le Maroc risquent de rester encore un bon moment à la marge du monde arabe télévisé pour une question de décalage horaire, mais aussi pour une question d'actualité chaude. Car les médias, vous le savez, ne parlent jamais des trains qui arrivent à l'heure, ils parlent toujours des trains qui arrivent en retard. Et ils ont actuellement beaucoup de travail, énormément de travail au Machrek, l'emballement de la machine infernale qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, la dictature de l'irrationnel, le basculement du social dans la logique d'affrontement occupent les antennes à longueur de journée. Alors dans ce cas-là, comment le Maroc peut-il devenir un modèle pour le monde arabe si les 3/4 de ce monde ignorent ce qui s'y passe? Et pourtant, plusieurs personnes en ont parlé, les événements qui se déroulent en ce moment même dans le royaume sont d'importance. Il y a, je ne vais pas revenir dans le détail, tout le train de réformes qui a été adopté concernant les relations des individus avec la société et le gouvernement, avec les amendements de code de la famille, la mise en place de la commission de justice et réconciliation, etc. De plus, depuis le 6 novembre dernier, le roi a lancé le processus de mise en place de l'autonomie du Sahara, et ce, en propulsant au rang d'interlocuteurs les partis politiques, les associations et la population. Pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, un dirigeant consent à débattre ouvertement avec sa population d'un domaine hautement régalien que constitue la structure même de son État. Ce projet consistera, vous le savez, à accorder au Sahara occidental un parlement, une autorité judiciaire autonome, un gouvernement, etc. C'est-à-dire que le Maroc s'est engagé dans une évolution qui va bouleverser en profondeur l'organisation et du pouvoir du pays. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut accorder une autonomie seulement au Sahara sans étendre tout ce processus de régionalisation à tout le reste du territoire. Régionalisation dont il faudra définir bien évidemment les critères, les rythmes, les frontières, un chantier immense, long et difficile. La timide régionalisation en France a duré 4 ans et a nécessité l'adoption et la promulgation d'au moins 25 lois et 200 décrets. C'est dire l'importance du chantier. Est-ce qu'il est complètement illusoire d'appliquer au Maroc ce qui s'est passé en Espagne, en Allemagne, en Suisse, et donc, dans une moindre mesure, en France? En fait, c'est un bouleversement qui entraînera une profonde évolution, je veux dire une révolution des mentalités. Il faut rappeler que la civilisation musulmane a connu des gloires les plus éminentes et a engendré une organisation sociale qui fut à la pointe du progrès humain, puis, peu à peu, est tombée dans un déclin important. Pourquoi ?
Peut-être parce que les juristes et les théologiens qui se sont succédés auprès des dirigeants et des populations ont été les instruments d'un quadrillage méthodique des esprits en inculquant à leurs étudiants, comme cela d'ailleurs avait été fait pour eux-mêmes, l'art de reproduire le plus fidèlement possible un savoir juridico-théologique vieux de plusieurs siècles. Abdallah Laroui, l'historien philosophe marocain, parle à ce sujet d'authentique idéologie de la conservation, un art, dit-il, qui fait de la traduction une valeur propagée par l'enseignement, incarnée par une caste, revendiquée par le pouvoir politique. Toujours est-il qu'une sévère orthodoxie s'est emparée de toute la nation arabe, une orthodoxie d'ailleurs aggravée par les conséquences des querelles de pouvoir, puisque tous les nouveaux gouvernants, en quête de légitimité, se présentaient comme les grands défenseurs de l'islamité et de la foi populaire. Le monde arabe, dès lors, n'a plus été à même de faire évoluer son univers politique et juridique, et ce, notamment, semble-t-il, pour deux raisons essentielles. La première est due à la rigidité de la structure du droit qui n'a plus pu supporter la mutation, même progressive, de la logique juridique. La seconde vient du fait de la grande inertie du système qui s'étendait sur un immense territoire, le territoire de l'ordre juridico-politique musulman, géré en vase clos. Car le monde musulman, le monde arabe a longtemps vécu en vase clos. Vous savez tous que chaque pays qui compose ce monde arabe a les pieds dans un désert ou dans une zone aride et la tête au bord de la mer. Chaque pays arabe, tous les pays arabes, sont en contact direct avec une mer ou un océan. Et pourtant, les Arabes ont toujours eu peur de l'eau. Aucune conquête, aucune exploration arabe ne s'est faite par-delà les mers. Pour islamiser Djibouti, les Arabes ont fait le tour par la Jordanie, le Sinaï, l'Égypte et sont redescendus. Le seul fait guerrier, en fait, de l'histoire arabe, la prise de Chypre, elle s'est faite grâce à des bateaux et des marins grecs. Aujourd'hui encore, aucune entreprise maritime, grande entreprise maritime, aucun armateur n'est arabe. Immobilisme et orthodoxie, donc, alors que rien dans la tradition coranique au sens strict du terme, bien sûr, ne justifiait et ne justifie la violation des droits fondamentaux, la dictature, l'autocratie, l'arbitraire et même l'injustice. En revanche, dans le corpus de la charia, avec ses différentes composantes rituelles, quiconque cherche des règles ou des principes justifiant l'injustifiable n'a que l'embarras du choix. Pourtant, les docteurs de la foi musulmane à l'université d'Al-Aqsa que j'ai interrogé au Caire affirment que la charia, à l'exclusion de sa matrice coranique, est totalement profane. Ce qui signifie, lorsqu'une disposition charique contrarie l'émancipation des droits fondamentaux ou la démocratie, elle devrait être ignorée et non pas excipée pour contrecarrer le progrès. Parce que le développement de la charia a été un processus profane, rien ne pouvait ou ne doit justifier l'intemporalité de l'avis de tel ou tel théologien musulman, produit de son temps ou de sa culture locale. Or, en l'état actuel des choses, tant que des discours cherchant à faire croire à la sacralité de la charia trouvent des oreilles naïves et attentives, la tradition islamique posera des problèmes pour l'accès à la modernité politique. Ceci simplement parce qu'aujourd'hui, cette modernité est indissociable de trois éléments: la garantie des droits fondamentaux, la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs, en ce qu'elle a de capital pour fonder l'autonomie du législateur et garantir l'indépendance du pouvoir juridictionnel. Il faut cependant bien se garder de conclure que c'est uniquement à cause des traditions religieuses du monde arabe que la démocratie politique n'a pu se développer. Le facteur religieux n'est qu'un élément de justification parmi tant d'autres, invoqué pour légitimer l'autoritarisme, voire la dictature. De nombreuses démocraties occidentales rattachent l'État aux faits religieux. La constitution grecque proclame que la religion dominante en Grèce est celle de l'Église orthodoxe et du Christ. La constitution irlandaise est rédigée au nom de la Sainte Trinité. La loi fondamentale affirme que l'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale.
Ne parlons pas des États-Unis d'Amérique qui ont un billet vert sur lequel il est écrit « In God we trust ». La laïcité, elle, est un phénomène purement français et uniquement, exclusivement français. Toutes ces références religieuses ne confèrent plus aucun droit particulier à une autorité spirituelle d'exercer le pouvoir politique, et d'autre part, la sécrétion du droit n'est plus soumise aux arguments de l'autorité religieuse. C'est dire la portée du chantier entrepris par le Maroc et les bouleversements que cela va entraîner. C'est dire que l'autonomie du Sahara, décidée par le roi Mohamed VI, et ses conséquences pour la structure même du royaume, est un véritable défi qui ne peut laisser indifférent d'autres pays arabes en crise d'identité, comme le Liban, l'Algérie ou l'Irak, ou en recherche de modernité, comme l'Égypte ou les Émirats. Et c'est en cela qu'il peut y avoir un modèle marocain pour le monde arabe. Je vous remercie.